Bonjour Yanis Eziadi, merci de venir jusqu'ici à Boulevard Voltaire. Alors vous venez aujourd'hui parce que vous sortez un livre, Minotaure, voyage au cœur de la corrida. Alors publié chez Fayard, vous êtes rédacteur à Causeur, vous êtes comédien et vous avez récemment défrayé à la chronique, si j'ose dire, après la publication d'une tribune en soutien à Gérard Depardieu. Ça vous a valu les quolibets de nos chers confrères de Libération et consorts. Mais ce n'est pas du tout pour ça que vous venez. Vous venez en tant qu'aficionado aujourd'hui. C'est bien ça, vous êtes un amoureux des corridas. C'est ça. Alors, on vous a vu défendre plusieurs fois la corrida, c'était à l'époque de la loi Caron, on s'en souvient, sur les plateaux de Touche pas à mon poste face à Cyril Hanouna, ou alors tout récemment, là, vous faisiez une apparition sur CNews, chez Pascal Praud, où vous avez ardemment, là encore, parlé de corrida et à quel point c'était une tradition importante à défendre aujourd'hui. Mais alors, première question, mon cher Yanis, pourquoi ce livre? Pourquoi un tel déclic? Comment vous êtes arrivé comme ça à Béziers, à Nîmes, et dans l'univers des férias des tauros? Alors, je vais essayer de le faire rapidement, mais moi, au départ, ma passion, c'est le théâtre. Et donc, comme je l'ai déjà expliqué, j'étais l'élève de Michel Galabru pendant 3 ans, et il ne faisait que de nous parler des monstres sacrés, donc Jules Rému, Harry Bor, Michel Simon, tous ces grands acteurs. Et donc, j'étais un peu nourri aux monstres sacrés et donc au sacré. Et j'ai toujours eu cette passion pour les grands acteurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les monstres sacrés n'existent plus, à part peut-être Gérard Depardieu, qu'on tente de désacraliser. Mais c'est un autre sujet. Et donc, j'ai toujours été dans cette quête de sacré que je ne trouvais plus, en tout cas, dans le cinéma ou dans le théâtre actuel. Et un jour, je suis tombé dans la Pléiade sur un dessin de Monterland, qui est un de mes auteurs préférés, un dessin de Monterland représentant le grand matador Belmonte, toréant nu à l'entraînement, avec face à lui, qui charge sur le dessin, on voit un énorme taureau massif noir chargé sur lui. J'avais été saisi quand j'ai vu ce dessin par cette espèce de choc harmonieux entre cet homme fin, droit comme un cri, et cette masse noire qui lui chargeait dessus, et surtout voir la rectitude de cet homme qui ne fuyait pas, qui ne semblait pas faillir devant ce taureau massif. Et ça m'a interpellé. Et donc, j'ai lu Les Bestiaires ensuite de Monterland, puis Les Oreillers et la queue de Jean Caux, puis La corrida du 1er mai de Jean Cocteau, et j'ai commencé à me faire une petite bibliothèque taurine c'était pendant le confinement, et je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir une corrida, parce que il y avait quelque chose de sacré, de mystérieux, qui se dégageait de tout ce que ces écrivains décrivaient, de ce qu'ils avaient vu dans les arènes. Et donc j'ai pris ma voiture en direction de Béziers, je suis allé dans le sud, je suis de Paris, je n'ai rien à voir avec le monde taurin, et je suis allé assister à ma première corrida, avec la peur et l'angoisse d'être déçu. Je me disais, mais peut-être que tous ces écrivains romantisent tout ça. Peut-être que ce n'est pas du tout la réalité. Et je craignais moi-même la mise à mort de cet animal. Je craignais de ne voir que la douleur, de ne voir que la mort, et de ne pas voir du tout la beauté et la liturgie qui m'attirait. Donc je me suis assis dans les arènes, et là, dès les premières passes, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes parce que j'ai vu un héros. C'était notamment Sébastien Castella, je le raconte dans le livre. Un héros, un homme d'une grande beauté, d'une rectitude, d'une dignité incroyable, habillé rouge et or, ce jour-là, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais peut-être que j'en dis une. Mais enfin, en tout cas, habillé de lumière, dans un costume de tragédien, j'ai vu cet homme arriver, j'ai vu ce taureau noir jaillir du tauril, ce monstre, cette espèce de minotaure. Et j'ai été saisi par la beauté et par la grâce. Et j'ai été saisi de voir ce qu'un homme, par son intelligence, pouvait faire face à la nature, face à l'animalité, face à la sauvagerie. C'est-à-dire voir ce taureau, n'ayant qu'une idée en tête,
assouvir sa pulsion de destruction, défendre son territoire, abattre ce qu'il considère être l'ennemi, puisque l'homme décide de ne pas fuir devant cet animal qui fait sien ce territoire du sable des arènes, et voir cet homme non pas aller au combat, mais provoquer le combat de l'animal, provoquer les charges de l'animal, et lui les esquiver, danser, en faire de la beauté. Accorder la pulsion sauvage et destructrice de l'animal à son désir de beauté et d'art. Mais justement, il y a toute une dimension. Le torero, quand il arrive dans l'arène, il est courageux. Il y a toute une dimension du courage. Vous en parlez d'ailleurs, et de la peur aussi. Il y a une dualité entre courage et peur dans l'arène. Ah ben, bien sûr. D'ailleurs, je cite dans le livre cette phrase du dialogue des Carmélites de Bernanos. Il faut savoir risquer la peur comme on risque la mort. Et c'est ça. C'est-à-dire que je crois que la mort est peu de choses à côté de la peur. C'est-à-dire, ces hommes qui, au matin de la corrida, sont dans leur... Il n'y a pas de loge, ils sont dans des chambres d'hôtel. Ils attendent leur entrée dans l'arène, dans leur chambre d'hôtel, souvent seuls. Le grand matador Sébastien Castella, qui est présent dans le livre, avec qui je rapporte une discussion, me raconte qu'avant les corridas, il s'enferme dans sa chambre d'hôtel, il a besoin d'être seul, il tire les rideaux, il a besoin d'être dans l'obscurité, et là, c'est lui qui le dit. Il dit, je me retrouve seul avec moi-même, seul avec mes peurs. Il peut dialoguer avec ses peurs, avec son angoisse. Et donc, le torero, comme ça, se retrouve seul face à lui-même, face à ses peurs, en attendant le moment presque sacré de l'habillage où son valet d'épée va le rejoindre dans sa chambre et va faire de cet homme fragile un héros. Il va endosser cet habit on pourrait dire de super-héros. Et là, il va devenir matador. Et là, ce costume qui le sert le projette vers son destin. Alors, pas vers la fatalité, puisque normalement, si tout se passe bien, il ne va pas mourir, mais vers la possibilité de la mort, et en tout cas vers la peur. Il ne peut plus faire machine arrière. Il se retrouve corseté. Et là, on va l'emmener jusque dans les arènes. Et donc, voilà, il y a toute cette dimension du courage, parce qu'il faut un courage, évidemment, psychologique pour affronter ça, affronter le public, pour ne pas les décevoir, bien sûr, mais aussi affronter la peur et affronter la douleur physique. Puisque je le raconte aussi dans le livre, bien que les matadors ne meurent pas massivement. Il y a eu beaucoup de morts, mais enfin, c'est pas massif, sinon peut-être qu'ils n'y iraient pas. Mais enfin, ils affrontent la douleur physique. Il faut voir les toreros, si vous les voyez nus, leur corps est couvert de cicatrices. José Tomás, le grand matador José Tomás, qui est encore vivant, qui est un demi-dieu, a reçu plusieurs fois l'extrême onction. Il a été sauvé une fois par ses spectateurs. Parce qu'il faut savoir que dans les coulisses des arènes, il n'y a que deux choses. Il y a l'infirmerie, si ça s'est mal passé, pour vous sauver de la mort, et il y a la chapelle pour prier avant d'entrer dans l'arène pour ne pas que ça se passe mal. Et José Tomás a été blessé, les médecins ont dit il est mort, vite, ils ont fait une annonce dans l'arène pour dire aux fans de José Tomás de venir donner leur sang à José Tomás. Et il a été sauvé par le sang de ses spectateurs. Donc voilà, ce sont tous ces hommes, bien qu'ils ne meurent la plupart du temps pas dans l'arène, mais tous ont le corps couvert de cicatrices. Oui, mais alors, mon cher Yanis, vous allez faire crier Brigitte Bardot, qu'on adore ici, mais c'est finalement un spectacle de mort, de la cruauté animale, qui ne dit pas son nom. Pourquoi tuer ce taureau ? Pourquoi tuer ce taureau ? Parce que déjà, il y a évidemment, et ça, moi, je ne m'en cache pas, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est en partie le spectacle de la mort, la corrida. On vient voir la vie et la mort. On vient voir ce taureau qui bondit dans l'arène, comme un enfant sortirait du ventre de sa mère. Et puis, il y a toutes ces étapes. Il y a la pique, ensuite il y a les banderilles, ensuite il y a cette danse, et tout ça se conclut par la mort. Mais je rapporte aussi dans le livre un message qui m'avait été envoyé par un ami prêtre qui était en train de mourir du cancer, et il me dit, dans ce SMS, il me dit, quand les gens disent « mais le taureau n'a pas demandé à être là dans l'arène », il me dit « mais qui a demandé à vivre cette vie et à traverser toutes ces épreuves difficiles ?» Et puis, à un moment, à la fin,
avoir le matador qui rentre et nous mettre à mort, parce que la mort et les derniers instants de la vie d'un être humain est très très difficile, comme l'est celle du taureau qui se bat aussi. Donc pourquoi oui, c'est le spectacle de la mort. On vient voir aussi la mort. On vient voir. Je raconte Simon Casas qui m'explique que lui, lorsqu'il était enfant, il savait son père condamné par la maladie, par une maladie incurable, et il a assisté à ses premières corridas assis sur les genoux de son père. Et il savait que son père allait mourir, et il m'explique que, en voyant, assis sur les genoux de son père, en voyant dans l'arène ce taureau mourir dans les derniers instants de sa vie, il voyait les derniers instants de son père et il se préparait à la mort de son père. Donc évidemment, c'est quelque chose de tout à fait anachronique, bien sûr, mais oui, la mort à la corrida, on ne la cache pas, on la montre, on la ritualise, ce qui est très important, puisqu'il y a des règles, il y a une liturgie, et oui, c'est en partie aussi le spectacle de la mort. Mais alors, pourquoi, mon cher Yanis, assister à une corrida en 2024 ? Qu'est-ce qui pourrait amener nos téléspectateurs, nos lecteurs à assister à une corrida à Béziers ou à Nîmes, par exemple ? Pourquoi ? Je pense parce que c'est une folie, une anachronie complète. Et alors là, je vais citer Alain Finkielkraut, qui dans le livre, il y a un chapitre, une discussion avec Alain Finkielkraut. Très beau chapitre d'ailleurs avec Alain Finkielkraut. Sur la corrida, et parce que c'est vrai que c'est un peu le contraire de ce qu'Alain Finkielkraut dans le livre appelle le grand affachissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, partout, pour le citer, partout l'informe gagne. Le survêtement, les gens vautrés, je suis comme je suis, je ne me soucie pas du regard des autres. Eh bien non, la corrida... l'homme à la corrida décide du spectacle qu'il donne, décide qu'il veut montrer ceci ou cela. Voilà. Lui, il décide de ne pas donner le spectacle de la débâcle, il décide de ne pas donner le spectacle de la peur, non, il décide de donner le spectacle du courage et de la dignité. Voilà, il choisit l'image qu'il montre de lui. Et le taureau lui-même, d'ailleurs, est dans cette même chose, puisque le taureau décide de ne jamais, jusqu'au moment de sa mort, décide de ne jamais montrer son affaiblissement, sa fatigue. Non, jusqu'au bout, jusqu'au moment où il s'effondrera, il décide de garder la gueule fermée. Vous voyez, donc, c'est vraiment le contraire de notre époque. Et puis, toutes les valeurs que la beauté, la grandeur, le tragique, le sacré, voilà, je pense que c'est tous les gens qui sont en quête de tout ce que je viens de nommer, je pense qu'ils peuvent le trouver dans les arènes. C'est l'endroit de la dernière grande tragédie. Et pour moi, c'est aussi l'endroit où l'art est préservé de toutes les moralines de l'époque. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, cher Yanis. Minotaure, voyage au cœur de la corrida, chez Fayard. Si vous voulez vous faire un avis, que vous n'êtes pas forcément aficionado ou que vous voulez tout simplement lire un livre particulièrement bien écrit, je vais le dire, j'ai oublié de le dire au début, mais c'est vrai que vous traitez la corrida avec un ton très littéraire, très beau, très poétique, et vous nous emmenez comme ça sur les routes des taureaux, et on est avec eux, c'est un livre plein de soleil. Et de photos, j'aimerais aussi dire. Et les photos qui sont magnifiques de William Lentz. Exceptionnel, si on peut en montrer quelques-unes. Alors vous voyez, un petit peu, voilà, comme ça je les montre. Et voilà, c'est un livre remarquablement écrit. Merci, cher Yanis. Merci à vous. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à liker, partager cette vidéo et à commenter surtout, c'est important pour notre référencement. À très vite sur Boulevard Voltaire.